2 chiffres à peine lisibles sur un manifeste de chargement ont suffi à faire dérailler un contrôle routinier sur une route poussiéreuse du Sahel, transformant un camion de ciment ordinaire en signal d'alerte nationale. Derrière des barils métalliques et un itinéraire banal se dessinait déjà une rupture silencieuse, celle où une cargaison tolérée révèle soudain des risques capables d'atteindre des villages entiers et de tester la solidité réelle des frontières. Que signifie, pour ceux qui vivent au bord de ces lignes fragiles, le moment où le nom d'Ibrahim Traoré circule comme un avertissement discret mais déterminant? Dans la poussière retombée, un pays comprend qu'il bascule vers une vigilance sans retour. La promesse de ce récit est volontairement sobre. Comprendre, sans dramatisation ni minimisation, ce que révèle une interception apparemment mineure sur l'état réel de la sécurité au Burkina Faso. L'enjeu est immédiat et concret. Mesurer les risques avant qu'ils ne deviennent des catastrophes visibles. Pour le public, le bénéfice est clair. Disposer d'une lecture factuelle, structurée, qui distingue l'incident isolé du signal systémique et l'émotion passagère de la vulnérabilité durable. Il ne s'agit pas d'un récit héroïque, mais d'un exercice de lucidité collective. À travers cette affaire, une question centrale se pose. Un État peut-il encore démontrer sa capacité à tenir ses frontières lorsque la menace se dissimule dans des flux ordinaires? Les documents, les itinéraires et les anomalies administratives deviennent alors des indicateurs aussi décisifs que des armes visibles. Ce cadre fixe les enjeux. Si l'analyse échoue, le risque n'est pas politique ou symbolique, mais humain, économique et territorial. Comprendre maintenant conditionne la capacité d'agir demain. La révélation initiale n'a rien eu de spectaculaire. Un décalage de date sur des documents de transport a suffi à déclencher une enquête plus large. En quelques semaines, les interceptions ont montré une augmentation mesurable des volumes suspects, signalant qu'un simple incident cachait une mécanique en accélération. Ce glissement discret constituait le premier indice chiffrable d'un système en mouvement, suffisamment régulier pour exclure l'hypothèse de l'erreur isolée. À partir de ce point, les agents ont commencé à reconstituer le contexte réel de la découverte. Le camion de ciment n'était pas une anomalie surgie par hasard, mais un élément parmi d'autres dans une série de convois empruntant des routes secondaires, toujours aux mêmes horaires, toujours avec des cargaisons apparemment ordinaires. La répétition, plus que la nature du chargement, a éveillé les soupçons. Dans un Sahel marqué par l'instabilité et la porosité des frontières, cette régularité devenait un signal fort. En retraçant les itinéraires antérieurs, les enquêteurs ont compris que la route du ciment en masquait une autre, plus discrète, faite de flux illégaux mêlant explosifs, substances chimiques et produits médicaux contrefaits. Ce qui semblait relever de la fraude administrative prenait alors une dimension stratégique. La capacité d'un réseau à exploiter les circuits ordinaires pour déplacer des matières potentiellement létales. La frontière cessait d'être une ligne statique pour devenir un espace de tension permanente. Ce contexte s'inscrivait dans un moment politique précis. À l'automne 2022, les prises de parole d'Ibrahim Traoré, alors capitaine d'une trentaine d'années, avaient fixé une ligne claire, fondée sur la discipline, la souveraineté et la rigueur opérationnelle. L'affaire du camion était devenue l'une des premières épreuves concrètes de cette orientation, testant la cohérence entre le discours et la pratique sur le terrain. Ainsi, la mini-révélation ne portait pas seulement sur ce qui avait été découvert, mais sur ce que cette découverte révélait. Un pays confronté à la nécessité de lire ses propres signaux faibles avant qu'ils ne se transforment en crise visible. Comprendre ce contexte était déjà une forme de protection. Pour comprendre comment une anomalie administrative devient un signal stratégique, il faut suivre ceux qui ont travaillé dans l'ombre. Awa,
jeune inspectrice des douanes, et le lieutenant Karim, vétéran du poste de Gawa, n'avaient ni rôle spectaculaire, ni mandat politique. Leur mission était simple en apparence: observer, noter, comparer. Pourtant, c'est par leur regard que l'affaire a pris forme concrète. Awa travaillait sur les documents. Elle relevait les dates, les plaques, les signatures et surtout les écarts minimes que d'autres jugeaient négligeables. En alignant des formulaires sur plusieurs semaines, elle a identifié des répétitions trop régulières pour être fortuites. Un même type de camion, les mêmes créneaux horaires, des chantiers inexistants à l'arrivée. Ce patient, travail de recoupement, a fourni la première trame exploitable du réseau. Karim, lui, connaissait le terrain. Sa mémoire des pistes secondaires et des habitudes locales lui permettait de repérer ce qui ne collait pas. Il savait quels convois passaient habituellement à l'aube et lesquels évitaient systématiquement les contrôles. Lors d'une nuit venteuse, il a signalé un itinéraire détourné qui contournait 3 postes en moins de 50 kilomètres. Ce détail a orienté la surveillance vers un axe jusqu'alors sous-estimé. Ces 2 approches se sont rejointes lors d'une première interpellation ciblée. L'opération n'a donné lieu ni à une course-poursuite, ni à des déclarations publiques, seulement à la confirmation que les soupçons reposaient sur des faits tangibles. À ce stade, l'impact était déjà visible. Les équipes comprenaient qu'elles ne faisaient plus face à une fraude ponctuelle, mais à un système organisé. En clair, des détails tenus par des agents ordinaires peuvent changer une trajectoire nationale. Au départ, tout repose sur une décision simple mais lourde de conséquences. Ne plus considérer chaque camion isolément, mais traiter la répétition comme un signal. Ce choix marque l'activation de l'opération. Les équipes cessent de réagir et commencent à anticiper. Les contrôles ne visent plus un point précis, mais une série de trajets, des horaires récurrents, des documents presque identiques. La frontière change de statut. Elle devient un espace observé en continu. La phase suivante est celle de l'accumulation silencieuse. Pendant plusieurs semaines, les agents laissent passer certains convois tout en les enregistrant minutieusement. Plaques, scellés, type de cargaison, heures de passage. Chaque élément est consigné. Les cartes se remplissent de points réguliers, trop réguliers, pour être fortuits. Cette densité d'informations transforme une intuition en certitude opérationnelle. Le trafic n'est pas improvisé, il est structuré. Le premier pic de tension survient lors de l'immobilisation simultanée de plusieurs camions sur un même axe. À l'aube, sans sirène ni annonce, les véhicules sont isolés. Sous les sacs de ciment, les barils scellés apparaissent. Les ingénieurs militaires, appelés en renfort, confirment rapidement l'instabilité des substances découvertes. À cet instant, l'opération change de nature. Il ne s'agit plus de contrebande, mais d'un risque immédiat pour des populations entières. La frontière cesse d'être administrative, elle devient vitale. Le deuxième moment clé est analytique. Les échantillons prélevés révèlent que la présence de produits chimiques concentrés, incompatibles avec un usage légal. Les rapports s'accumulent, froids, précis, impossibles à ignorer. Chaque ligne renforce l'idée que le réseau a franchi un seuil. Les volumes, sans être rendus publics, montrent une progression rapide sur une période courte. Cette accélération est interprétée comme le signe d'une montée en puissance coordonnée. Vient alors le troisième tournant, stratégique. En recoupant les itinéraires avec des sociétés de transport écran, les enquêteurs découvrent des connexions transfrontalières. Les flux ne s'arrêtent pas au Burkina Faso. Ils le traversent. Des noms de villes reviennent, des relais apparaissent, des communications interceptées suggèrent une organisation patiente, presque industrielle. À ce stade, l'opération n'est plus locale. Elle s'inscrit dans une géographie régionale instable. C'est dans ce contexte que la ligne fixée par Ibrahim Traoré prend tout son sens opérationnel. Les consignes sont claires. Priorité à la protection de la vie, coordination renforcée entre douanes, forces civiles et unités militaires. Absence de mise en scène.
Les arrestations se font sans déclaration, les saisies sont sans triomphalisme. La rigueur prime sur la visibilité. Cette approche réduit les fuites d'informations et empêche le réseau de s'adapter trop vite. La phase de résonance clôt cette séquence. Les chiffres consolidés donnent une mesure de ce qui a été évité. Des matières qui n'atteindront pas des villages, des routes sorties qui cessent d'être des vecteurs invisibles de danger. Pour les agents sur le terrain, la prise de conscience est lourde. Chaque interception représente non un succès spectaculaire, mais une catastrophe silencieuse, empêchée. Cette chaîne d'événements pose alors une question centrale. Comment maintenir ce niveau de vigilance lorsque chaque étape révèle une menace plus large encore? Le point de départ de l'analyse chiffrée est simple. Comparer ce qui était intercepté auparavant avec ce qu'il est devenu après le déclenchement de l'opération. Avant, les saisies restaient en diffuse, irrégulières, souvent traitées comme des incidents indépendants. Après quelques mois de surveillance structurée, les agents constatent un delta net. Les volumes interceptés augmentent de manière continue sur une période courte, signe d'un passage d'un trafic opportuniste à un flux organisé. Cette évolution indique que le réseau ne testait plus la frontière, il l'exploitait. La première mesure concerne les explosifs. Les laboratoires militaires confirment que les substances retrouvées présentent une instabilité suffisante pour provoquer des réactions en chaîne. Le chiffre clé n'est pas seulement la quantité cumulée, mais sa progression dans le temps. Une hausse rapide sur plusieurs semaines révèle une logistique active, capable d'absorber des pertes sans interrompre l'approvisionnement. Les ingénieurs résument l'enjeu en une phrase opérationnelle. Plus le volume augmente, plus le rayon potentiel de destruction s'élargit mécaniquement. Cette relation directe entre quantité et risque transforme une donnée technique en indicateur de menace. La deuxième mesure porte sur le cyanure. Les analyses montrent un niveau de pureté supérieur à celui des usages miniers légaux. Le delta qualitatif est déterminant. Il ne s'agit pas d'un excédent détourné, mais d'un produit préparé pour un usage dangereux. Les toxicologues expliquent que même une fuite limitée pourrait contaminer rapidement une rivière entière. Ici, le chiffre ne sert pas à impressionner, mais à qualifier l'intention. Une concentration plus élevée signifie une capacité de nuisance accrue à faible volume. La menace réside donc autant dans la qualité que dans la quantité. La troisième mesure concerne les médicaments contrefaits. Les caisses saisies contiennent des poudres altérées, parfois actives, parfois toxiques. Les spécialistes en santé publique établissent un écart clair entre un médicament conforme et ses produits falsifiés. Ce delta représente un changement de nature, d'un traitement inefficace à un danger direct pour les patients. Même à faible dose, certaines compositions peuvent provoquer des effets graves. Les agents insistent sur ce point dans leur rapport. Un faux médicament crée une double menace, médicale et sociale, en sapant la confiance dans les soins. En superposant ces trois séries de données, les enquêteurs obtiennent une lecture cohérente du système. Les explosifs montrent une montée en puissance logistique. Le cyanure révèle une intention ciblée de contamination. Les médicaments indiquent une attaque indirecte contre des communautés déjà fragiles. La logique baseline, delta, permet de relier ces éléments sans extrapolation excessive. Chaque chiffre renvoie à une transformation observable, inscrite dans les matériaux eux-mêmes. C'est à ce stade que la ligne défendue par Ibrahim Traoré trouve un appui factuel. La discipline exigée des unités n'est pas une posture idéologique, mais une réponse proportionnée aux signaux mesurés. Les chiffres imposent une lecture froide. La frontière n'est plus seulement un lieu de passage, mais un point de retenue contre des risques quantifiables. Comprendre ces données revient à comprendre pourquoi l'opération ne pouvait rester ponctuelle. Ainsi, l'épreuve quantitative ne raconte pas une victoire. Elle dessine une contrainte durable. Tant que les deltas restent positifs, la vigilance doit rester constante. Les chiffres, ici, ne ferment pas le récit. Ils obligent à le prolonger. Un premier courant d'analyse y met en avant la fragilité structurelle du Burkina Faso. Selon cette lecture sceptique, maintenir un niveau élevé de contrôle aux frontières
exige des ressources humaines, techniques et financières difficiles à soutenir dans la durée. Les institutions, déjà sollicitées par des crises sécuritaires successives au Sahel, risqueraient l'épuisement. Dans cette perspective, l'opération décrite serait efficace à court terme, mais peu reproductible à grande échelle. Les réseaux illégaux, habitués à se déplacer rapidement, pourraient simplement contourner les axes surveillés, laissant l'État dans une course sans fin. L'argument central est clair. Sans appui extérieur massif, une vigilance constante finirait par se fissurer. Un second argument, plus optimiste, soutient au contraire que l'opération prouve la capacité d'un État à reprendre la main par la discipline interne. Les partisans de cette position soulignent que la réduction observable des flux illégaux après les premières saisies n'est pas accidentelle. Elle résulte d'une méthode: coordination entre douanes, forces civiles et unités militaires, standardisation des contrôles et meilleure circulation de l'information. Selon eux, la clé n'est pas la quantité de moyens, mais leur cohérence. En ce sens, l'opération démontrerait qu'une organisation rigoureuse peut compenser des ressources limitées. Face à ces deux lectures opposées, l'examen des données issues du terrain apporte une réponse plus nuancée. Les matières saisies, explosifs instables, cyanure concentré, médicaments falsifiés, ne relèvent pas de simples infractions économiques. Leur nature même indique un niveau de menace incompatible avec une approche intermittente. Les volumes interceptés, bien que partiels, montrent une progression et une sophistication croissante du trafic. Ces éléments factuels invalident à la fois l'optimisme naïf et le pessimisme automatique. Les réseaux ne disparaissent pas, mais ils sont contraints, ralentis, rendus plus visibles. L'enseignement principal ne tranche donc pas entre succès total et échec programmé. Il déplace la question. Le véritable enjeu n'est pas de savoir si le pays y peut tenir seul indéfiniment, mais comment transformer une réussite opérationnelle ponctuelle en continuité institutionnelle. Les faits suggèrent qu'une vigilance disciplinée produit des effets mesurables, mais qu'elle doit être pensée comme un processus, non comme un événement. Ainsi, le Stillman conduit à une conclusion intermédiaire. La méthode fonctionne tant qu'elle est si maintenue, évaluée et ajustée. La menace, elle, ne disparaît pas. Elle change de forme. La capacité de réponse doit donc évoluer au même rythme. La frontière a basculé silencieusement. Ce moment marque un changement d'échelle que les chiffres seuls ne suffisent peut-être plus à expliquer. Jusqu'ici, l'opération visait des flux matériels et des itinéraires dissimulés. Avec la découverte des faux médicaments entreposés à Bora, la menace quitte le terrain logistique pour atteindre directement la vulnérabilité humaine. Les caisses, soigneusement emballées, ne contenaient pas seulement des produits illégaux, mais une atteinte à une société potentielle aux soins dans des zones déjà fragiles. Cette révélation agit comme un pivot narratif et stratégique. Les explosifs et les produits chimiques représentaient un danger spectaculaire, mais abstrait pour une partie de la population. Les médicaments falsifiés, eux, touchent le quotidien. Enfants, personnes âgées, centres de santé ruraux. À cet instant, la question n'est plus seulement de sécuriser une frontière, mais de protéger des vies qui dépendent de chaînes d'approvisionnement ordinaires. Pour les agents impliqués, ce basculement redéfinit le sens de leur mission. Aoua comprend que son travail dépasse la conformité administrative. Karim réalise que le terrain qu'il connaît expose désormais des communautés entières à des risques invisibles. Cette prise de conscience transforme la vigilance en responsabilité morale partagée. C'est dans ce contexte que la ligne défendue par Ibrahim Traoré trouve sa justification la plus claire. Protéger la vie avant la loi cesse d'être un principe abstrait et devient un critère d'action immédiat. Le point médian de l'opération révèle ainsi ce qui est réellement en jeu, non la maîtrise d'un territoire, mais la sauvegarde d'un tissu humain. Les effets de l'opération se lisent d'abord au niveau de l'État. Pour les institutions, la première conséquence est une reconfiguration du rôle des frontières. Celles-ci ne sont plus perçues comme des lignes passives,
mais comme des espaces actifs de prévention. Les services douaniers et civils gagnent en crédibilité interne, car leurs actions reposent désormais sur des procédures vérifiables plutôt que sur des annonces. Cette évolution renforce la capacité de coordination entre administrations et réduit les zones grises où prospéraient les trafics. Dans les rapports internes, la vigilance cesse d'être décrite comme une contrainte et devient un indicateur de souveraineté opérationnelle. Pour les acteurs économiques, notamment les commerçants et transporteurs légaux, l'impact est plus progressif, mais tangible. La réduction des flux illégaux limite la concurrence déloyale qui pesait sur les marchés frontaliers. Les produits conformes retrouvent une place plus stable et les itinéraires commerciaux cessent d'être associés systématiquement à des risques cachés. Cette stabilisation modeste améliore la prévisibilité des échanges, condition essentielle pour des économies locales déjà fragilisées. Les douanes observent que chaque convoi sécurisé représente plusieurs semaines d'activité protégée pour les filières agricoles et artisanales. Du point de vue des populations, les conséquences sont avant tout perceptives et quotidiennes. Dans les zones rurales, la disparition progressive de cargaisons douteuses réduit l'exposition à des substances dangereuses, qu'il s'agisse de produits chimiques ou de médicaments falsifiés. Les habitants expriment un sentiment de protection accrue, non parce qu'un discours officiel l'affirme, mais parce que les contrôles deviennent visibles et cohérents. La vigilance partagée s'installe lentement, soutenue par l'idée que signaler une anomalie peut réellement produire un effet. À l'échelle régionale, enfin, l'opération modifie les équilibres de perception. Les pays voisins observent une méthode fondée sur l'autonomie opérationnelle plutôt que sur l'assistance permanente. Certains analystes parlent d'un précédent discret, un état qui démontre qu'une discipline interne peut infléchir des réseaux transfrontaliers. D'autres restent prudents, soulignant que les trafics se déplacent plutôt qu'ils ne disparaissent. Cette ambivalence régionale reflète l'enjeu réel. L'influence ne se mesure pas à l'éradication totale, mais à la capacité de contraindre et de ralentir. Dans cette lecture à 4 niveaux, la cohérence de la ligne défendue par Ibrahim Traoré devient visible. L'accent mis sur la constance plutôt que sur l'effet d'annonce produit des conséquences différenciées mais convergentes. L'État gagne en crédibilité, l'économie en lisibilité, les populations en sécurité perçue et la région en nouveau point de référence. Aucun de ces effets n'est spectaculaire isolément. Ensemble, ils redessinent pourtant le rapport entre vigilance et quotidien. La conséquence la plus durable n'est peut-être pas matérielle. Elle tient à une transformation des attentes. Lorsque la protection devient régulière, l'indifférence n'est plus tolérée. C'est ce déplacement silencieux des normes qui constitue le véritable héritage de l'opération. Dans le scénario de base, la dynamique actuelle se prolonge sans rupture majeure. Les postes frontaliers maintiennent un niveau de discipline constant, et les communautés locales continuent de coopérer de manière pragmatique avec les agents. Les réseaux illégaux, sous pression, déplacent partiellement leurs itinéraires vers des zones moins surveillées, sans pour autant disparaître. Les volumes interceptés diminuent lentement, traduisant une efficacité réelle mais exigeante. Dans cette trajectoire, la vigilance devient une pratique routinière, intégrée au fonctionnement de l'État, plutôt qu'exceptionnelle. Dans le scénario optimiste, l'effet d'entraînement dépasse les frontières nationales. Des pays voisins, confrontés à des flux similaires, engagent des coopérations techniques limitées, partage d'informations, harmonisation de certains contrôles, échange de formations. Cette coordination réduit les possibilités de contournement et renforce la crédibilité régionale du Burkina Faso. Sur le plan interne, les circuits économiques légaux bénéficient d'un regain de confiance, permettant aux zones rurales de retrouver une stabilité relative. La vigilance cesse alors d'être défensive et devient un facteur de projection positive. Le scénario défavorable repose sur une érosion progressive de l'effort, une crise économique, un relâchement administratif ou une rotation trop rapide des équipes pourrait affaiblir la cohérence acquise. Les réseaux, adaptables par nature, exploiteraient rapidement ces failles pour réactiver des routes connues. Les conséquences seraient moins visibles qu'auparavant,
mais plus insidieuse, retour de la méfiance sociale, perte de crédibilité institutionnelle, normalisation d'une vigilance minimale. Le danger principal ne viendrait pas d'un choc externe, mais d'une fatigue interne. Face à ces trois trajectoires, une recommandation de fond s'impose. Si la vigilance est pensée comme une réaction ponctuelle, elle s'épuise. Si elle est intégrée comme une culture opérationnelle, elle s'ajuste et se transmet. Le choix n'est donc pas entre succès ou échec, mais entre continuité consciente et relâchement progressif. Dans un contexte aussi mouvant, cette distinction devient décisive. Pour les habitants des zones rurales, l'opération a d'abord apporté une forme de respiration. Là où l'incertitude dominait, la vigilance structurée a commencé à produire des repères concrets. Les contrôles plus cohérents et les saisies visibles ont réduit l'exposition à des substances dangereuses, souvent sans que les populations en passaient des consciences auparavant. Cette évolution change le rapport au quotidien. Signaler une anomalie n'est pas perçu comme inutile ou risqué, mais comme un geste de protection collective. La sécurité cesse d'être lointaine, elle devient une pratique partagée. Dans les centres urbains, l'effet est davantage perceptif, mais tout aussi déterminant. Les postes frontaliers, longtemps associés à l'inefficacité ou à la corruption, gagnent en crédibilité. Les récits circulent discrets, fondés sur l'observation, contrôle plus rigoureux, procédures plus rapides, documents mieux vérifiés. Cette accumulation de signes ordinaires restaure une confiance pragmatique. Les citoyens ne parlent pas de victoire, mais d'un retour de la normalité, où les règles produisent enfin des effets visibles. Chez les jeunes, l'impact est surtout symbolique et éducatif. Voir des agents ordinaires agir avec méthode et constance offre un modèle différent de celui des récits militaires spectaculaires. Les formations civiques locales, centrées sur la reconnaissance des signaux faibles et la responsabilité individuelle, donnent des outils concrets pour comprendre les risques. Cette transmission transforme la vigilance en compétence et non en peur. Elle installe l'idée que la sécurité n'est pas seulement imposée, mais apprise. Ces trois regards convergent vers une même expérience. La protection devient crédible lorsqu'elle est lisible. En touchant le quotidien, sans le dramatiser, l'opération modifie la relation entre l'État et ceux qu'il protège. Le public n'est plus spectateur d'une stratégie abstraite. Il en devient un acteur discret mais essentiel. La première étape repose sur la centralisation du renseignement. Chaque poste frontalier est relié à une base de données unique permettant de croiser en temps réel documents, itinéraires et anomalies récurrentes. Les douaniers et agents civils sont formés à des protocoles communs afin d'identifier rapidement les incohérences. Le critère d'évaluation est simple: réduire le délai entre l'apparition d'un signal faible et son traitement opérationnel. La deuxième étape concerne la formation continue des équipes. Des modules courts, répétés, portent sur l'analyse documentaire, la lecture des flux et la coordination interservices. L'objectif n'est pas d'augmenter la charge de travail, mais d'harmoniser les pratiques. La réussite se mesure par la baisse des erreurs administratives et par la cohérence accrue des rapports produits sur différents axes. La troisième étape structure la coopération civilo-militaire. Des patrouilles mixtes, planifiées à l'avance, couvrent les zones sensibles afin d'aligner procédures et communication. Cette coordination vise à raccourcir le temps de réponse lors des alertes sans multiplier les effectifs. L'indicateur clé est la rapidité d'intervention entre la détection et la sécurisation d'un convoi suspect. La quatrième étape introduit un volet économique de prévention. Les anciens acteurs des trafics, identifiés et repentis, sont orientés vers des programmes de réinsertion légale, notamment dans la logistique agricole. Cette transition réduit les incitations économiques au retour vers l'illégal. Le suivi se fait sur la stabilité des activités créées et leur conformité dans le temps. La cinquième étape institue une évaluation indépendante et régulière.
Un rapport trimestriel examine 3 dimensions: incidents évités, participation communautaire et niveau de confiance publique. Cette approche reflète la ligne défendue par Ibrahim Traoré. Une souveraineté fondée sur la discipline vérifiable plutôt que sur l'affichage. La feuille de route ne promet pas l'éradication, mais une capacité durable à contenir et à ajuster. Dans la lumière terne d'un après-midi poussiéreux, Hawa est revenue sur la route étroite où tout avait réellement commencé pour elle. Le sol portait encore les traces laissées par les convois, et le silence rappelait les longues heures d'observation partagées avec Karim, sans intervention ni certitude. Ce lieu ordinaire était devenu, avec le temps, un point de bascule, l'endroit précis où une vigilance minuscule avait pris une dimension nationale. Quelques pas derrière elle, Ibrahim Traoré s'est arrêté sans chercher à marquer sa présence. Il savait que ce tronçon de route ne représentait pas seulement une frontière physique, mais une frontière morale. Ici, l'État avait cessé de tolérer l'ambiguïté. Il n'y avait ni discours, ni drapeau, seulement la reconnaissance tacite d'un effort tenu dans la durée. Pour Hawa, cette poussière accumulée symbolisait désormais autre chose qu'un décor familier. Elle incarnait la constance d'un pays qui refuse de détourner le regard. En glissant dans sa poche la note froissée où figurait la première anomalie relevée, elle mesura le chemin parcouru. Un détail, ignoré autrefois, avait ouvert une chaîne de décision, de contrôle et de protection. Cette continuité donnait sens à l'engagement demandé par Ibrahim Traoré. Ne pas chercher l'effet immédiat, mais préserver ce qui tient dans le temps. La constance sauve les nations. Au crépuscule, lorsque l'agitation retombe et que la vie ordinaire reprend son rythme lent, les effets de l'opération se font presque invisiblement dans le quotidien. Rien n'est spectaculaire, et c'est précisément ce qui marque la transformation. Les postes frontaliers fonctionnent avec plus de rigueur, les communautés observent avec plus d'attention, et les convois ordinaires ne sont plus traversés par la même indifférence. Ce silence nouveau n'est pas celui de la peur, mais celui d'une vigilance intégrée.